On est en direct avec Louis Alliot, comme promis hier sur Facebook. Louis Alliot, qui est le troisième de nos invités dans le cadre de la campagne des municipales dont on a l'impression qu'elles sont, je sais pas, c'est endormi, il se passe pas grand-chose, on s'ennuie un petit peu, on s'ennuie vachement, on se fait suer sauvage. Alors Louis Alliot, vous êtes toujours le méchant de la campagne, hein, c'est toujours le vieux truc. Quand on parle de vous, alors il y a eu un article, je sais pas, je crois que c'est sur France Bleu Roussillon, vous disiez que le plafond de verre avait pété, alors là, ça y est, les gens fuient, ont peur, etc. Qu'est-ce que ça fait de faire peur à autant de gens? Mais ils ne fuient pas puisqu'ils votent. S'ils fuyaient, le score que l'on fait ici à Perpignan ou dans le département ne serait pas aussi important. J'ai l'impression surtout qu'ils fuient mes adversaires, hein, puisque je rappelle que ce soit les LR ou la République En Marche sur Perpignan, ça fait quand même moins de 20%. Là, ils sont un peu éparpillés façon puzzle, mais c'est l'effet du macronisme. Oui, d'accord. Ça va se redresser. Mais je pense que voilà, on essaye encore une fois de faire peur, parce qu'ils n'ont que ça comme programme. Moi, ce que je regarde, c'est pas de faire peur aux gens, ni de m'en prendre à des individus comme ils le font systématiquement. C'est quel est leur bilan. C'est ça, de ça dont il faut parler. Le chômage, la sécurité, la politique culturelle de la ville, la politique économique de la ville. Bref, ça, c'est leur bilan, c'est pas le mien. Et c'est sur ça que les concitoyens se déterminent. Donc moi, je suis assez serein. Je laisse les autres vilipender, diffamer, caricaturer, parce que je pense que ça prend de moins en moins. Et en revanche, moi, je me concentre sur les véritables problèmes, parce que eux, ceux-là, les concitoyens les voient, et ils aimeraient bien qu'on les traite. Alors, dans quel état vous pensez avoir trouvé la ville là perspective de la ville, et après on parlera des prospectives, mais on va d'abord se concentrer. Bah, écoutez, c'est une ville super endettée, contrairement à ce que dit le maire. Et moi on me dit, même les journalistes de l'Indépendant, dont je ne nommerai pas le nom, qu'il a désendetté la ville. Oui, mais il a désendetté la ville en surendettant l'agglo, si vous voulez. Puisqu'un un certain nombre d'équipements coûteux de notre commune sont aujourd'hui sur le budget de la communauté d'agglo, ils sont payés par les autres, mais c'est un jeu de dupes. Ça, c'est exactement comme la campagne qu'il a fait de communication sur la baisse de la fiscalité. Il était content, il a baissé de 0,5 la taxe foncière. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il l'a augmenté de l'autre côté sur la part de l'agglo et qu'il a ajouté un certain nombre de taxes sur les entreprises, la GEMAPI, etc. Donc en fait, il vous donne d'une main, ce qu'il vous prend de l'autre, c'est de la communication. C'est l'ère de la communication. On n'est plus dans la politique, c'est plus l'ère de la calomnie, c'est l'ère de la communication. On est dans la communication pure, c'est-à-dire tenter de tromper les gens et de faire miroiter des choses qui n'existent pas, parce que tout le monde se rend compte de l'état de la ville. Il n'y a pas besoin d'être grand clair pour voir ça. Alors, où vous voudriez mener la ville hors de la ruine? Comment feriez-vous, vous? Puisque, en gros, c'est toujours l'argument, c'est facile, vous n'êtes pas au pouvoir, mettez les mains dans le cambouis, machin, tout ça. Écoutez, d'abord, il y a des choses qui se font et que nous soutenons. L'exemple de l'université. Je rappelle qu'elle était dans mon programme la dernière fois, que M. Pujol voulait la mettre sur la dalle Arago, et qu'elle s'est retrouvée là où nous avions nous-mêmes évoqué de la mettre. Donc il y a des sujets sur lesquels on peut soutenir et on peut s'entendre. Et puis il y a tout le reste. Il y a la propreté de la ville, il y a le commerce de la ville, le centre-ville qui se meurt, il y a le problème des grandes surfaces, il y a le problème du chômage. Quelle perspective pour les jeunes à Perpignan? Il n'y a pas d'industrie. Il n'y a pas d'industrie. Personne ne parle de qu'est-ce qui est fait à Perpignan pour faire venir des entreprises, pour faire venir de la création de richesses. Moi, j'ai un certain nombre d'exemples comme ça, où les entreprises ont le plus grand mal à venir s'installer sur les terrains disponibles qu'il y a sur l'agglo de Perpignan. Donc, il faut libérer ça. C'est-à-dire qu'il faut dire aux entreprises, venez, pour un certain temps, vous êtes exonérés de taxes, parce que nous accueillons toutes les entreprises possibles pour créer de la richesse, pour créer des emplois. C'est des emplois qu'il faut. C'est pas comme veut le faire l'hôtel du département aujourd'hui, acheter un hôtel qui est à la vente pour y faire venir encore des migrants dans un quartier qui est déjà très difficile et auquel on va rajouter un problème supplémentaire. Il faut être fou pour faire ça. On parle de la cigale. Je sens que
C'est une histoire personnelle. Mais c'est pas Transformer là où vous mangiez des brochettes en un lieu pour les migrants. Est-ce que c'est pas une provocation exprès? Mais c'est pas ça. C'est dans le quartier qui est très difficile, qui est en Saint-Jacques, hein, en rénovation urbaine. Quand on connaît tous les problèmes qu'il y a dans ce quartier, on va rajouter quoi? Des précaires à une extrême précarité? Il n'y a pas d'autre moyen de traiter ces problèmes-là? Ben non, l'hôtel du département, lui, en fait, il cherche quoi? Il cherche du clientélisme, il cherche à terme des votes, parce que la gauche n'existe plus, la gauche est en très grande difficulté, et notamment en termes de votants. C'est le fameux rapport vous savez, de la fondation... Jean Jaurès? Non, l'autre de gauche... Oh, moi je sais pas ce que c'est que la gauche. Si, vous savez, le truc du Parti Socialiste. Là, Ah, Terra Nova. De Terra Nova. Ah, ben c'est pour ça. Je vois pas le rapport entre Terra Nova et la gauche. Où ils avaient dit que le Parti Socialiste avait remplacé le vote des populaires, on va dire, le vote ouvrier, le vote populaire, par un vote je veux dire, de population d'origine immigrée, précaire, et qui jouait plutôt la carte du communautarisme plutôt que la carte de ceux qui, aujourd'hui, n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Le Parti Socialiste est devenu un parti de gens aisés, pour ça qu'il n'existe plus d'ailleurs. Oui, puisqu'il y a la République En Marche maintenant. Voilà, ils sont passés à la République En Marche, qui a concrétisé la prophétie de l'UMPS. Oui, et qui va la concrétiser jusqu'au bout. Si vous voulez, la droite aujourd'hui a une situation particulière. Elle disait pendant longtemps, on ne veut pas s'allier parce qu'il y a Jean-Marie Le Pen. Bon, aujourd'hui, on est loin de tout ça. Les gens votent pour nous. Et ils continuent à vouloir nous tenir, si vous voulez, à la marge de la vie politique. Mais en tenant notre discours, ben, les électeurs, vous savez, ils ont vite fait le choix. Ils préfèrent, comme dit l'original à la copie. Pour citer Jean-Marie Le Pen. Ils sont maintenant sur une portion congrue. Oui. Et ils finiront, je le vois bien, par s'allier avec la République En Marche. Parce que c'est leur logique. Et ce qui est intéressant dans ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que c'est la pensée unique qui domine toute cette élite politique. Il n'y en a pas un, chez les LR, pas un, de toute la structure des Républicains qui a osé dire, mais peut-être nous devrions discuter avec les élus du Rassemblement national. Moi, ça me paraît délirant. On est à 30% aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion. On est en train de structurer la vie politique de notre côté. Et en face, c'est vrai, nous avons M. Macron et la République En Marche, plus le MoDem, plus les différents traîtres divers et variés de la gauche et de la droite. Et personne, chez les LR, se dit, mais peut-être il y aurait matière sur la gestion locale à discuter avec un certain nombre de personnalités. Non, eux, c'est la pensée unique et c'est le régiment. Ils vont aller en marche parce que finalement, c'est leur avenir à tous. Et au pas de loi encore. Qu'est-ce que je veux dire? Mettez-vous à la place des autres. Lesquels autres? Ceux qui vous trouvent méchants. Et qu'est-ce que pourquoi vous inspirez cette terreur? Non, mais mettez-vous à leur place. Hein. Soyez de gauche un peu. Non, mais il y a deux sortes de méchants. Il y a ceux qui vous trouvent méchants, oui. Mais ils savent très bien qui je suis, et ils surjouent de la peur pour tenter d'avoir des électeurs et de faire jouer le fameux Front républicain qui, dans ma législative, je vous signale, sur la deuxième circonscription, a volé en éclats, le fameux plafond de verre, puisque j'ai été élu contre une élue MoDem En Marche et soutenue par un certain nombre de hiérarches. Madame Expert, si mes souvenirs sont... Expert de droite. Et puis vous avez des gens dans la rue qui croient que il y a chez nous encore des gens qui veulent je ne sais faire quoi. Mais la politique aujourd'hui, elle a changé. Il faut sortir des principes et d'une culture qui date maintenant, parce que tout ça n'existe pas. Tout ça a volé en éclats. Et il faut regarder les résultats de la politique et ceux qui l'amènent. Moi, je ne suis pas responsable ni de la misère sociale, ni de la misère humaine, ni des migrations mondiales. Je ne suis pas responsable de l'insécurité, de l'endettement, du chômage. Tout ça, c'est la droite et la gauche qui ont gouverné la France depuis 40 ans qui en sont responsables. Et M. Macron en fait partie, même s'il s'est mis un costume tout neuf, qu'il était un peu jeune et qui dit « je suis le nouveau monde ». Enfin, c'est quand même un nouveau monde qui a quand même de vieilles pratiques. La meilleure preuve, c'est qu'il menace même les maires qui ne voudraient pas soutenir les candidats En Marche pour les élections municipales. Donc voilà, nous sommes dans un théâtre politique, il faudra bien en sortir un jour, et je pense que les électeurs vont le faire bientôt. Alors, imaginons que vous ne présentiez pas, pour qui vous voteriez dans les candidats annoncés, s'il y en a un que vous trouvez plus sympathique que d'autres? Comme on vous dit d'extrême droite, Monsieur Pujol peut-être? Non. Je n'appellerai pas à voter parce qu'ils ont tous joué leur rôle d'une manière ou d'une autre, ils ont tous participé
à la gestion des collectivités et aux résultats. Donc, Pas Madame Ripouille, la pauvre. Ben, elle a siégé quand même au conseil municipal. J'étais d'ailleurs en 2008, je siégeais, où elle a siégé avec la gauche, le groupe de gauche, où elle a beaucoup parlé, elle a beaucoup dit. Et alors, elle n'était pas en gestion des affaires, mais enfin, elle fait partie, j'allais dire, des meubles municipaux. Alors après, c'est sûr qu'elle est un peu à part, mais j'attends de voir ce que fera Mme Ripouille au deuxième tour. Si elle est qualifiée pour le deuxième tour, c'est là qu'on verra quelle est la sincérité de sa campagne et la sincérité de son engagement politique. Voilà. Donc on va revenir sur du concret. Là, une question vous attend à l'Orée du Bois avec une planche à clous, c'est la culture à Perpignan. Alors on va commencer par une question rituelle. Les Beaux-Arts... les Beaux-Arts sont fermés. Sont fermés, oui. Bon. Donc c'est dommage, vous ne pourriez pas les fermer vous-même. Mais est-ce que vous, maire, vous les réouvrez ou pas? Nous ne les aurions pas fermés, oui. Coup, puisque nous sommes intervenus au conseil municipal et même nous sommes intervenus dans le débat politique pour dire que c'était une mauvaise idée, même si, paraît-il, ça coûtait cher, et même s'il y avait très peu d'étudiants, ce qui était faux. Mais on peut imaginer une réouverture sous une autre forme, avec un partenariat avec les ministères, mais c'est quelque chose qu'il faut d'ores et déjà étudier, proposer, mais imaginez l'école des Beaux-Arts telle qu'elle avait été avant, ça me paraît aujourd'hui très difficile. Mais imaginez une nouvelle école des Beaux-Arts avec un nouveau partenariat entre la mairie, l'agglomération et le rectorat et le ministère de la Culture, pourquoi pas? On y fait des tatouages, comme dirait M. Amiel? Ben, le tatouage fait partie aujourd'hui d'une niche culturelle qui est partagée, vous savez, par beaucoup de monde. Je crois que la France est un pays où, je ne sais pas combien est la proportion, mais je crois que c'est énorme la proportion de Français tatoués. Oui, parce que ce qui est tatoué est amoué, c'est bien connu. Est-ce que le soutien à la création locale vous intéresse? C'est-à-dire, il y a des groupes d'ici. Alors là, il y en a un qui a émergé plus que cela, c'est les Limignanaises. Mais si ils avaient été plus soutenus par les collectivités territoriales, c'est-à-dire pas que par la mairie de Perpignan ou sa communauté urbaine, est-ce qu'on peut penser faire émerger cette scène des Pyrénées-Orientales? Est-ce que vous connaissez, ça vous intéresse? Mais je pense qu'il en faut pour tous les publics, pour tous les goûts. En matière culturelle, contrairement d'ailleurs à un certain nombre d'inepties que l'on dit au sujet de ma formation politique, je pense que on peut ne pas aimer un art quelconque, une musique par exemple, et être tout à fait disposé à la soutenir parce qu'il y a un public pour ça. C'est ça. Donc des publics, il y en a. Et même s'il n'y avait pas de public, je dirais, si c'est de qualité. Non, mais il faut quand même qu'il y ait quand même un minimum. Par exemple, la scène baroque, ici, il y a moins de public que pour le rap. Un minimum de public quand même. Oui. Et je pense que la collectivité, elle doit aider tous ceux qui participent à cet effort culturel, quel que soit, j'allais dire, l'art en question, parce que tout simplement, ils font partie de la vie culturelle de Perpignan, c'est vrai, de l'agglomération, mais aussi du département et de la région, parce qu'on oublie de dire que la culture aujourd'hui, et malheureusement, elle est sur différents budgets et sur différents chapitres, et que toutes les collectivités participent à l'effort culturel local ou régional. Donc, est-ce que vous avez une idée particulière sur la culture, en plus de ce discours, qui est sympathique, certes, mais assez généraliste? Oui, enfin généraliste, mais la campagne n'est pas ouverte, et quand je lancerai ma campagne, très certainement début octobre, il y aura un volet culturel très important, d'ailleurs, peut-être même qui va en surprendre, notamment sur la gratuité des musées à Perpignan, ce qui n'est pas le cas, mais qui pourrait l'être, je dois dire. Et sur un volet environnemental aussi, qui n'est pas que à la mode, mais qui à Perpignan, j'allais dire, se prête tout à fait à notre écosystème particulier, dans la situation géographique où nous sommes, et sans tomber dans la dérive écologiste, en rappelant aux écologistes d'aller voir à Grenoble ce qui se passe. Il y a un maire vert, et la ville n'a jamais été aussi en désordre, et aussi pollué, c'est le cas de le dire. Bon, c'est la situation géographique des montagnes et de la production industrielle. Oui, d'accord, en fait, ce qui prouve bien que vous pouvez mettre maire écologiste, et il n'en fera pas plus que les autres. Et souvent, les écologistes s'occupent d'autres sujets, mais finalement rarement d'écologie. Je me suis aperçu de ça. Le syndrome de la pastèque, comme on dit. C'est ça. Vert à l'extérieur. Vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur.
C'est-à-dire qu'ici c'est pareil, Madame Langevin passe le plus clair de son temps à être avec les migrants, à défendre le communautarisme en général, parce que ça fait du vote, mais on l'entend moins sur un certain nombre de choses graves. Le train, par exemple, que tout le monde, le train de fret, qu'on appelle le train des primeurs, donc, que tout le monde a découvert aujourd'hui, mais qui est aux affaires? Enfin, les Verts sortent du gouvernement, ils étaient avec Hollande. Là, aujourd'hui, il y en a avec M. Macron, il y avait M. Hulot. Il y a maintenant un certain nombre de Verts qui peuplent les ministères. Il y a un ministère de l'Environnement. Il y a la région Occitanie où Mme Langevin est vice-présidente de l'Environnement. Au conseil départemental, et ils ne se sont pas aperçus de ça. C'est grave, parce que s'ils ne s'aperçoivent pas de ça, comment voulez-vous qu'ils s'aperçoivent du reste? Voilà, la vérité, c'est que ce sont des irresponsables et que finalement ils ne traitent les problèmes que lorsqu'ils se posent et que cette affaire-là aurait dû être traitée en amont depuis déjà longtemps. Oui, parce qu'on est passé de 3 trains et demi à un seul qui va disparaître peut-être en juillet. Et le danger de cette affaire-là, au-delà du train des primeurs, c'est de savoir, attention, que ce ne soit pas Barcelone et le marché de Barcelone qui nous ravisse. Le Mercat de Barna, donc. Exactement, la mise. Et ce qui serait un danger très grave pour l'économie de Perpignan et pour le marché Saint-Charles. Oui, parce qu'il y aurait l'iniquité au passage. Si le ferroutage partait de Barcelone au Mercat de Barna, il y aurait l'iniquité du marché d'éclatement qu'est Saint-Charles. Et pour avoir un certain nombre d'amis à Saint-Charles avec lesquels je discute assez souvent, ils sont assez inquiets de voir petit à petit comment précisément Barcelone se positionne au détriment de Perpignan. Alors eux, ils ont un projet à 100 millions, mais qu'eux n'hésiteront pas à mettre, alors que les 25 millions pour remettre en marche les transports frigorifiques. Mais là, le problème, il vient essentiellement de Pépi, de Guillaume Pépi, le directeur. D'accord, mais Pépi, c'est l'État. Donc on va pas me faire... Pépi, c'est l'État dans l'État, je dirais. Non, d'accord, mais c'est l'État. Si le ministre s'en occupe et dit on remet le train, point. Ah oui. Quand on voit tout le gaspillage qu'il peut y avoir de l'État français, c'est pas quand même les 20 millions qui manquent à ce train qui vont poser problème. Il faut quand même arrêter les bêtises. Est-ce que vous êtes allé voir justement, vous en discutez avec Romain Gros qui est proche du président Mais Romain Gros, il est où dans cette affaire? Non, je demandais. Où est la députée du secteur, Madame Guette? Tout le monde se demande où elle est. Effectivement, il faudrait lui poser la question. Elle est peut-être dans le train, c'est pour ça qu'on ne la voit pas. Oui, mais je ne sais pas, mais en tout cas, elle ne s'est pas occupée de cette affaire-là. J'ajoute, parce que j'ai vu sur votre média, le rôle des syndicats est absolument déplorable. Quand vous interrogez la CGT et que la dame CGT se dit « Ah oui, nous on a invité tout le monde, sauf le Rassemblement National ». Ah oui, ça vous vexe, ça. Mais c'est pas que ça me vexe. Elle s'adresse à des politiques, au Parti Socialiste ou au PC, qui représentent aujourd'hui même pas 10%. Et elle ne va pas voir le parti qui représente aujourd'hui 30% et qui peut être moyenne de pression sur les pouvoirs publics pour arriver à faire quelque chose. J'ai plusieurs exemples, moi. On vient me chercher maintenant pour me dire vous devriez intervenir parce que dès que vous intervenez, à ce moment-là, la préfecture se met en marche, c'est le cas de le dire, et les problèmes sont traités parce que nous sommes en politique un contre-pouvoir. Et il est bon de faire jouer les contre-pouvoirs. Et en fait, c'est là qu'on s'aperçoit que la CGT, pourquoi elle est aussi inaudible et pourquoi elle est aussi peu représentative, tout simplement parce qu'elle est sectaire, elle est ultra politisée et elle ne défend pas réellement l'intérêt des travailleurs et des intérêts des travailleurs. Ça fait près de 20 ans qu'ils sont détachés du Parti communiste, pourtant. Oui, d'accord. Vous n'y croyez pas? Non. Pour vous, c'est une théorie? C'est ça. Bref, revenons pas à nos moutons ni à nos trains. Le tourisme à Perpignan, ça pourrait être une ville touristique, mais on est réduit aux acquets, comme on dit en droit. La question, c'est pourquoi? Alors, beaucoup de choses a été fait sur le patrimoine, il faut quand même le dire. Vous parlez de la part de M. Pujol? Oui, la municipalité. Vous parlez de raser, quand il rase des trucs, vous appelez ça faire pour le patrimoine? Beaucoup de choses ont été rénovées, et le patrimoine historique de Perpignan, dans sa globalité, il y a des exceptions qui font un scandale, mais dans sa globalité, a plutôt été bien rénové. Il y a eu beaucoup de subventions aussi d'argent public. Le problème, c'est quelle est la politique qui fait connaître Perpignan? Est-ce qu'on peut me donner l'exemple d'une campagne nationale sur Perpignan qu'on aurait vue à Paris ou pendant les émeutes, ça a été une campagne nationale. Oui, d'accord, justement, il faut corriger. La fraude à la chaussette, il y a eu une campagne nationale. Il faut corriger précisément cette image de Perpignan, et on ne pourra le faire que par, là précisément, de la communication sur la ville, sur son patrimoine, sur ses richesses, sur sa qualité de vie, sur les gens qui réussissent ici, parce qu'il y a beaucoup de gens qui réussissent, mais personne ne le sait, parce qu'il n'y a pas de campagne, tout simplement, de communication. J'ajoute, ça vous fait rire, mais que font les médias ici?
Que fait le média institutionnel local pour faire la promotion de Perpignan? France Bleu? Pas grand-chose. Ouais, ben oui, ça, j'y suis pas. D'accord, mais je veux dire, ils prennent assez vite les subventions que leur donnent les collectivités, mais en retour, ces groupes de presse qui rayonnent sur la région, Là, ils je crois font que vous quoi? parlez plutôt de l'Indépendant et via la Dépêche. Ils font quoi pour la communication de la ville de Perpignan? Quelle est leur action? Voilà, tout ça. Est-ce qu'il y a une entité qui permette de mettre tous ces gens autour de la table pour faire la promotion de Perpignan à l'étranger ou même en France? Parce qu'on se rend compte que le gros des touristes de Perpignan ne vient pas de l'étranger. Mais la France, c'est l'étranger. Non. Ils viennent d'abord de notre région, et ils viennent ensuite de la France, et enfin de l'étranger. Mais est-ce qu'il y a une entité, voilà quelque chose à créer, un peu sur l'idée de l'agence de développement économique qu'il faudra revoir, densifier, et peut-être on en parlera, peut-être une agence du développement touristique, parce que ça manque. Il y a tellement de choses à voir dans les Pyrénées-Orientales, et tellement peu qui est fait pour faire connaître. Voilà là un sujet qui est un sujet de préoccupation majeure. Qu'ont-ils fait nos élus depuis 30 ans qu'ils gèrent nos collectivités? Alors, on va vous répondre, mais vous, élus, ça sera l'inverse, vu que vous représentez la peur, la terreur, etc. Mais tout ça, c'est faux. Regardez, on me dit souvent, si Louis Alliot est élu, il va se passer comme ça s'est passé à Béziers avec M. Ménard. Eh bien, Plus écoutez, d'entreprises ne voudraient investir, les ce jeunes n'est ne pas vrai. vont... Non, mais ne colportez pas des mensonges, parce que depuis que M. Ménard est à Béziers, précisément, le prix de l'immobilier a augmenté. Les entreprises se réinstallent à Béziers. Elles étaient parties du temps où LR, d'ailleurs, M. Couder, gérait la ville. Il y a une vie culturelle riche. Allez à Fréjus, où le maire est aussi du Rassemblement Monsieur national. Racheline. Monsieur Racheline, et allez voir un peu en matière de baisse de fiscalité, en matière de culture. Même Johnny est allé chanter à Fréjus, alors qu'on ne dise pas que c'est Pas récemment. Vous voyez, c'est une preuve. Non, oui, non, mais ça, vous avez beaucoup d'humour, mais sur ça, voilà. Tous les grands artistes vont dans nos villes au même titre que les autres. Il n'y a pas d'exception municipale parce qu'elles sont gérées par des amis du Rassemblement national. C'est fou. Tout ça, c'est de la propagande pour masquer leur bilan. Parce que dites-moi, on me dit, oui, mais attention, l'image qu'on pourrait avoir demain. Ça d'ailleurs, j'y répondrai pendant la campagne. Mais quelle est notre image à nous, là, aujourd'hui? Vous croyez qu'elle est belle, l'image de Perpignan? Elle est globalement positive. Ah oui, pour le maire peut-être, pour M. Gros sûrement, pour le conseil départemental très, très certainement. Mais la vérité, c'est que les gens aujourd'hui ont une image de Perpignan qui est plutôt mauvaise et qu'il faut, j'allais dire, travailler beaucoup pour rétablir la vérité de ce qu'est Perpignan, de ce que pourrait être Perpignan, c'est-à-dire une des perles de la Méditerranée. Encore faut-il en faire une ville méditerranéenne et en faire une ville agréable à vivre, sûre et prospère. C'est deux choses qui vont ensemble, sûre et prospère. Alors, on est en Méditerranée, on est dans un axe... Enfin, on est en oublie Méditerranée. Hein. Nous, on est sur du parquet, on est au sec, hein, on n'est pas sur les bateaux. On est dans un axe Toulouse-Barcelone, dont Perpignan devrait être une articulation. Pourquoi on n'entend pas plus parler de nous à Toulouse? On n'a aucun poids à Toulouse, qui est la nouvelle capitale, et on n'a pas plus de poids à Barcelone. Voilà. Mais c'est un élément supplémentaire qui prouve que nos élus n'ont pas fait leur job. Beaucoup, monsieur Alduy, rêvait, vous savez, de la ville archipel. Oui. Vous avez raconté ces salades. C'est quand même celui qui en a fait le plus par rapport à ceux qui en ont fait encore moins. Il a fait beaucoup de choses, mais qui n'ont servi à pas grand-chose puisqu'on les a fermées après. La maison à Gérone, etc. Voilà, parce que ça ne marchait pas. Moi, je me souviens être au conseil municipal quand il nous a vendu le théâtre de l'Archipel, en nous disant les Barcelonais viendront au théâtre de Perpignan avec le TGV. Alors, le TGV, pour l'instant, il est du côté de Barcelone, il n'est pas prêt d'arriver du côté français. Et je n'ai pas vu beaucoup de Barcelonais venir au théâtre de l'Archipel remplir les salles. Est-ce que vous y allez au théâtre d'abord? J'y vais, pas régulièrement, mais j'y vais. Mais c'est là qu'on voit que le prix du théâtre, avec les objectifs qui étaient fixés, était totalement démagogique et qu'on paie là encore, on pourrait dire la rêverie de M. Alduy qui donne encore des leçons dans les rues aujourd'hui et qui ferait mieux de faire, son examen de conscience en quelque sorte. Ça c'est pour la partie alduiste de la gestion municipale. Et quant à Toulouse, écoutez, j'étais candidat à la région au deuxième tour, Madame Delga était en face. J'étais le seul à dire, il faut que cette région ne s'appelle pas Occitanie, il faut que cette région s'appelle soit Languedoc-Roussillon,
parce que Toulouse étant le Languedoc, nous étions le Roussillon, et ça aurait coûté beaucoup moins cher que toute la communication qu'ils ont fait, ou alors carrément Occitanie, pays catalan, ou Occitanie-Roussillon, et finalement ça n'a été ni l'un ni l'autre, les socialistes ont fermé leur bouche, les écologistes se sont tus, les communistes ont un peu broyé mais ne sont pas allés plus loin, ils participent à la gestion de Madame Delga, qui a appelé la région Occitanie et qui a oublié le pays catalan, ou qui a fait mine que ça n'existait pas, alors que nous sommes une partie culturelle essentielle, singulière, et qu'il conviendra à l'avenir de remettre cette partie-là, j'allais dire, à côté du nom Occitanie. Est-ce que, comme diraient des partis catalanistes, si on peut avoir notre propre région tout seul, ça serait pas mieux, vu qu'on est tellement typique que pourquoi se commettre avec les Occitans après tout? Je ne crois pas au schéma de l'autonomie des collectivités au sein de la République française, sauf pour les îles ou les territoires d'outre-mer. Je pense que les départements, c'est le bon échelon. Encore faut-il que le département soit pluraliste, c'est-à-dire qu'il y ait une pluralité d'idées qui siègent au conseil départemental, qu'il n'y ait pas de gaspillage d'argent public, qu'il n'y ait pas de clientélisme tel que l'ont pratiqué pendant des décennies les uns ou les autres. Le problème, il est là. Nous avons tout pour réussir. Il faut maintenant arrêter les bêtises, discuter et faire, pour le coup, un effort en commun pour transformer cette belle terre en terre d'avenir. Ce n'est pas pour nous qu'on va le faire d'ailleurs, c'est pour nos jeunes, parce que sinon, je pense que l'avenir de Perpignan sera beaucoup plus critique qu'on ne le pense. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer que de l'autre côté de la frontière, il y a eu un mouvement, un référendum pour l'indépendance. Que suite à cela, on a mis au trou, on va le dire, ce qu'on pourrait qualifier de prisonniers politiques, parce que ce n'est pas des braqueurs de banque. Et vous, des prisonniers politiques en Europe, ça vous choque? Ah oui, ça me choque parce que... Pour vous, ce sont des prisonniers politiques déjà? Je n'irai pas jusque-là, mais pourquoi vous n'allez pas jusque-là, justement? Ce sont des gens à qui on empêche aujourd'hui tout simplement d'agir selon une majorité relative de citoyens qui les ont élus. Moi, je n'ai aucune affinité particulière envers M. Jonker, M. Puigdemont et quelques autres. Je croyais que M. Puigdemont d'ailleurs était l'ami de Romain Gros. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour tenter de le désenclaver, mais pas grand-chose à mon avis comme le reste. Mais voilà, moi je regarde ça d'abord en tant que Français. Je pense que les catalanistes ont mal agi parce qu'ils ont, quoi qu'on en pense, violé la Constitution, mais que... Oui, mais violer une Constitution écrite par des franquistes, est-ce que c'est vraiment violer la démocratie? Non, pas par des franquistes. Ils ont été d'accord avec cette Constitution. Et je rappelle qu'au gouvernement, au moment où il y a eu ce référendum, l'Espagne était gérée par M. Rajoy, du Parti populaire, mais aussi avec les indépendantistes basques. Bon, donc je veux dire, il y avait peut-être moyen de faire autrement et de faire pression pour avoir un statut avec plus d'autonomie fiscale notamment, sans tomber dans le rêve d'avoir une Catalogne indépendante, ou alors être peut-être moins anti-espagnol. Le problème qu'il y avait, c'était, on avait l'impression, vu de l'extérieur, qu'il y a une telle haine envers l'Espagne que c'est pratiquement aujourd'hui irrécupérable. Est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce qu'on n'est pas comme dans une journée particulière des Torrescola que je recommande, et le locataire du 6e, mais ce n'est pas le locataire du 6e qui a quelque chose contre les fascistes, ce sont les fascistes qui ont quelque chose contre les locataires du 6e. Peu importe, je pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, ils auraient dû se mettre autour de la table et discuter point par point, et pas se faire comme ça une guerre dans la rue, dont on sait très bien que la rue, ça dégénère, et la police espagnole y est allée d'une manière musclée, sous les ordres du Parti populaire de M. Rajoy, avec la bénédiction de l'Union européenne, et les catalanistes y sont allés quand même avec leur sectarisme particulier, que l'on connaît d'ailleurs ici pour la partie qui est française, et ça, moi je ne peux pas le tolérer. Maintenant, je ne vois pas pourquoi ils sont en prison, il y a quand même d'autres moyens de régler les problèmes. C'est mon avis, et ça n'est que mon avis, et je pense, pour la dernière affaire en date... donc celle de M. Puigdemont. M. Puigdemont, alors là c'est encore plus particulier. Je veux dire, il est en Belgique, on lui dit vous ne pouvez pas vous présenter. Il fait un recours. La justice l'autorise à se présenter à une élection. Il est élu par le peuple. C'est le peuple qui est souverain. Et on lui dit non, vous ne pouvez pas siéger. C'est quand même assez particulier. Il n'y a pas beaucoup de pays dans lesquels ça doit se passer. Au prétexte que l'Espagne a des règles légales qui demandent aux députés européens d'aller faire allégeance devant l'Assemblée nationale, on va dire, espagnole, pour pouvoir siéger à Bruxelles.
Non, c'est pas sérieux. Ces gens-là ont été élus par le peuple, eh bien, ils doivent siéger. Ça me plaît pas des masses, je dois vous le dire, mais ils doivent aller siéger. Voilà, c'est mon opinion. Et pourtant, je suis contre l'indépendance de la Catalogne, même si ça me concerne, je veux dire, à la marge. Et je suis en revanche pour que cette affaire de guerre civile, on pourrait dire molle, et tant mieux, sans violence aujourd'hui, j'espère que ça se réglera par le dialogue et que les gouvernements et l'opposition en Espagne arriveront à trouver des termes pour une entente, parce que ça ne peut pas durer éternellement. Cette affaire-là ne peut pas durer éternellement. Alors, élu maire, est-ce que vous serez un maire français? Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Parce que M. Pujol, des fois j'en doute, tous les 19 mars, il met en berne le drapeau français, catalan et européen, catalans et européens qui n'ont rien demandé, puisque M. Pujol, anciennement pied noir de son État, considère que c'est pas la fin de la guerre d'Algérie. Il a raison, ce n'est pas la fin de la guerre d'Algérie. Mais ça, c'est un débat entre associations de rapatriés, entre associations d'anciens combattants. Ça a été décidé par le gouvernement Hollande, et on est libre ou pas d'y aller d'ailleurs. Mais est-ce que vous mettriez, vous, le drapeau en berne? Non, moi je ferai une contre-manifestation ce jour-là en montrant, pancarte à l'appui, ce qu'a été le massacre des Harkis et l'abandon des Pieds Noirs. Parce que je pense qu'en beaucoup d'images et précisément peut-être de colloques même ce jour-là, on peut montrer que le 19 mars n'a pas été la fin de la guerre d'Algérie, mais le début du martyre, et du génocide, on peut le dire, et des abominations qu'ont connues les Français d'Algérie, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, ou juifs. Là qu'on est en Algérie, enfin si j'ose dire, on a, c'est même pas un musée, c'est un lieu de mémoire, il y a le mur des disparus, et il y a une mise en scène de la représentation française du temps de l'Algérie qui fait assez plaisir aux colons. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on en fait un musée? Aux colons, vous dites? Il n'y avait pas que des colons en Algérie. Vous savez, il y avait aussi le peuple d'en bas, entre guillemets, et c'était beaucoup de gens qui n'avaient pas grand-chose, qui venaient d'ailleurs d'Espagne, de Malte, d'Italie, ou même des autochtones. Ça, d'accord, mais on parle du musée. Oui, mais le musée, c'est sur l'œuvre française en Algérie. Voilà. Ça ne me choque pas qu'elle dit, mais je vous signale qu'on a dépassé cela, puisqu'ils ont adjoint au musée de l'œuvre française en Algérie, ils ont adjoint le musée de la retirade. Enfin, qui n'est pas encore sorti. Hein. Oui, mais il va sortir. Mais là aussi, il faudra voir comment il est fait. Il va sortir. Mais parallèlement à ça, on a fait un musée qui a coûté bien cher, qui avait été une promesse de Christian Bourquin, qui l'a tenu tout seul d'ailleurs, il faut le dire, puisque Georges Frêche étant décédé, il s'est retrouvé, si je puis dire, avec le... Gros gens comme devant, comme on dit. Et avec le bébé entre les mains. Donc il y a ce musée à Rivesaltes, dont on voit aussi, qu'on le veuille ou non, l'orientation politique. C'est un musée qui est sur le camp de Rivesaltes. Le camp de Rivesaltes, au-delà de toutes les mémoires qui ont été celles des gens qui ont fréquenté malheureusement ce camp, il y a quand même celle des Harkis. Mais on ne voit pas trop de choses quand même pour les Harkis, en tout cas pas de colloques en leur faveur. Voilà, on voit des gens politisés, on voit des chercheurs politisés, mais on ne voit pas beaucoup d'associations de Harkis. Qui sont les chercheurs politisés? On ne voit pas d'associations de Harkis qui s'approprient précisément le lieu pour faire vivre leur mémoire. Et j'ai l'impression que c'est un peu à leur détriment que s'est fait ce mémorial, alors que c'est une grosse partie de la mémoire du camp de Rivesaltes. Bon. Mais oui. D'accord. Mais encore. Alors on revient à Perpignan. Mais Perpignan San Aglo, ça n'existe pas, vous savez, aujourd'hui. Hein. Oui, il paraît, ouais. Ben oui, on a tellement mélangé les budgets et les responsabilités et les compétences que, évidemment, on ne peut plus entendre Perpignan sans parler de l'aglo. Est-ce que la communauté urbaine, justement, de Perpignan, c'est pas exagéré? Parce que ça manque un peu de politesse pour se faire qualifier d'urbain. Oui, ça manque de nombre d'habitants, on va dire. On est à combien, en fait? Parce que Perpignan, 120 000. Oui, enfin, on ne sait pas, parce que vous avez vu que la radiation des gens sur la liste électorale, c'est 122 000, normalement. D'accord. Mais vous avez vu l'histoire de la liste électorale, moi je suis quand même assez... Il y a plein de gens irradiés. Oui, qui ont été radiés, mais on peut dire qu'ils ont été radiés d'une manière assez curieuse, puisqu'on s'en est aperçu après. Ah. Après l'élection, on s'est aperçu que... qu'on faisait voter les morts. Donc il y avait des gens, ils arrivent au bureau de vote, on leur dit, ben non, vous n'êtes plus inscrits, on vous a radiés. Bon, voilà, il y a eu un certain nombre comme ça, et ça pose le problème. Non, nous sommes un département qui prend de la population. Nous sommes une ville qui prend de la population, parce que des gens viennent, notamment du Nord, prendre leur retraite chez nous. Il y a beaucoup de terrains à bâtir et beaucoup de lotissements qui se font.
de ce point de vue-là, j'allais dire, la croissance démographique se fait. Mais elle se fait aussi par l'arrivée de gens aux moyens modestes. Oui, la misère au soleil, comme disait le regretté Aznavour. Qui donnent donc des chiffres un peu trompeurs sur l'attrait de Perpignan, oui, mais sur les gens qui sont en capacité, par exemple, de payer un impôt, on en est toujours... genre, ils pèseraient double que ça ne m'étonnerait pas. On en est toujours au même point, donc c'est là qu'on voit que l'attractivité de Perpignan, on pêche par un manque, j'allais dire, d'attractivité, mais d'attractivité en termes d'offres, notamment d'emploi, hein, d'offres pour la jeunesse et d'offres culturelles en général. Et c'est là qu'il va falloir, je crois, mettre le paquet pour le mandat à venir. Mais est-ce que c'est la peine de s'enquiquiner pour mettre une industrie polluante là où ce qui a fait notre malheur pourrait faire notre bonheur, justement? On ne parle pas de faire venir des industries, la sidérurgie, l'automobile. On parle de faire venir, on pourrait être du high-tech, on pourrait être dans une ville qui est quand même bénie des dieux par le soleil, on pourrait faire venir des entreprises qui concernent le photovoltaïque. Il y en a déjà, hein, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais on peut faire, je pense, beaucoup mieux. Et les infrastructures sont là, les terrains sont là. Ils ne demandent qu'à accueillir des entreprises et il faudra adapter notre offre culturelle, notre offre de services, tout simplement à ces nouveaux arrivants qui viendront parce que, précisément, nous sommes sur un axe majeur. Hein. On est sur un axe européen. Nous sommes, encore une fois, une terre particulièrement, j'allais dire, favorable en termes de climat, en termes même d'écologie par rapport à d'autres. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne ailleurs, ça doit fonctionner ici. Et si ça ne fonctionne pas ici, ce n'est dû qu'à une seule chose, à la guerre que se sont menées la droite et la gauche et les politiciens locaux sur le dos des Perpignanais. C'est pour ça d'ailleurs que le vote à ma faveur est un vote, j'allais dire, non seulement utile, mais décisif. Donc ça y est, vous êtes le vote utile. Mais c'est évident, parce que... Moi j'aurais cru que c'était Romain Gros. Parce que je suis en dehors de leur schéma, tout simplement. Quant à M. Romain Gros, il est une industrie éolienne à lui tout seul, puisqu'il est parti du Parti Socialiste, il est passé par les catalanistes, il est allé au centre, il est allé à l'UMP, il est en marche, il lui manque qu'un seul parti maintenant. Et on verra l'avenir. Bientôt le Front National. On verra l'avenir, il en est capable. Mais voilà, c'est là que l'on voit qu'il y a un problème dans ce territoire. Les politiciens, ici, n'ont pas de parole, ou très peu de parole, et quand ils s'engagent, ils ne tiennent pas. Et quand je vois M. Gros, le parcours qu'il a, à la fois à EAS, et j'espère qu'on en parlera pendant cette campagne électorale, parce qu'il y a des choses importantes dans la gestion de EAS qu'il faudra dire, et dans sa gestion politique, j'allais dire aujourd'hui avec La République en marche, il est le seul à être content du bilan de M. Macron. Hein. Il est vraiment le seul. Surtout ici à Perpignan. Il y a Mme Gate aussi. Oui, mais Mme Gate, on ne sait pas si elle est de Perpignan. M. Gros, lui, il est candidat à Perpignan. Il faudra qu'il vienne nous parler des services publics et de la perte des services publics. Il faudra qu'il vienne nous parler d'un certain nombre de choses fiscales qui pénalisent les entreprises. Bref, de la politique de M. Macron. Car un maire qui est estampillé de La République en marche ne s'exonérera pas des mesures qui ont été prises par le gouvernement de M. Macron. Alors on va parler gitan. C'est un sujet que j'aime bien, j'ai vécu plus de 20 ans, je parle de Saint-Jacques. Cet été, 200 gitans sont tombés sur la préfecture et pas sur Colvézi, parce qu'ils en avaient marre qu'on leur détruise leur maison. Alors d'après Mediapart... Elles se détruisent toutes seules. Oui, c'est l'eau qui travaille en dessous, ça ravine. D'après Mediapart, ça serait Monsieur Gros qui les y aurait poussés. On vous a pas vu beaucoup, parce que sur la place du Puy, j'ai vu beaucoup de candidats défiler cet été, et je vous y ai pas vu. Vous dites d'après Mediapart, mais en fait, ils avaient l'enregistrement qui a été fait, et qui a été fait par des gitans, et où on entend Monsieur Gros pousser un certain nombre de gitans contre la municipalité. Ce qui en dit long d'ailleurs sur la manière dont agit le député et candidat à la municipalité. Il est moins gentil qu'il n'en a l'air. Hein. Beaucoup le diront pendant la campagne, mais c'est une première mise en garde. Pourquoi je n'y suis pas allé? Parce que je n'ai pas voulu me donner un spectacle comme ils l'ont fait, avec des caméras en permanence. J'aurais pu, j'ai été sollicité par tous les médias qui sont venus à Perpignan. Je dis non, je ne rentre pas dans ce jeu-là, parce que je ne veux pas qu'on puisse dire que je me mets en scène avec des gens qui pratiquement n'ont plus rien, ou qui ont perdu, ou qui sont en difficulté. Je ne voulais pas qu'on le dise, je vais laisser cela à M. Amiel, qui est en la matière un communicant lui aussi, et
à M. Gros, et d'ailleurs... Monsieur Amiel, il était dans un catch-22, puisque en tant qu'élu au logement, il était obligé d'être oui, là. Mais s'il y avait eu une vraie concertation, il n'y aurait pas eu ces problèmes. En fait, il a fait une concertation avec qui? Avec les gitans qui lui étaient favorables. Et il n'a pas écouté les gitans qui n'étaient pas favorables à la mairie. Or, dans ce genre de choses, il faut surtout parler à tout le monde, parce qu'à la fin, vous avez tout le monde à dos. Les gens qui étaient déjà contre vous, et les gens qui sont avec vous, et qui voient que le dossier n'avance pas. Donc, de ce côté-là, moi, j'ai bien fait. J'ai reçu un certain nombre de représentants de la communauté gitane à ma permanence, où on a discuté de la chose, et j'ai pris position. J'ai fait d'ailleurs un long papier qui a été publié dans le blog, dans les blogs locaux, puisque je n'ai pas les colonnes, je n'ai pas la chance d'avoir les colonnes de la presse locale à ma disposition. Donc je fais comme je peux, avec mes moyens de communication et avec quelques blogs locaux qui relaient l'information, comme le blog Ouyad d'ailleurs, je fais la promotion tant que j'y suis, ou même le vôtre, qui fait quand même beaucoup pour l'information locale qu'on ne voit pas sur la presse, entre guillemets, institutionnelle. Mais je me suis prononcé en conseil municipal aussi. Prenez des pubs à l'indépendant. En conseil municipal aussi. Je me suis prononcé sur le sujet, je suis longuement intervenu. Mais là encore, les gens disent, à Perpignan, on ne voit jamais la prise de position des élus, par exemple. On ne la voit pas parce que les journaux n'en parlent pas. Nous sommes au conseil municipal, nous défendons tous les dossiers, nous sommes sur les commerçants, sur le stationnement, sur la sécurité, sur l'économie. Nous sommes partout. Nous sommes pas... Méfiez-vous de « je suis partout ». Oui, j'ai dit « nous sommes partout ». Et malheureusement, les moyens de communication ne suivent pas. France Bleu fait un peu avec le temps qui lui était imparti sur la station, mais pour le reste, c'est vrai qu'il y a une carence d'informations. Et puis le journal municipal, qui est le journal de la mairie, on ne peut pas attendre de lui qu'il donne quand même la parole à l'opposition. Ce qui devra changer aussi, hein, parce que moi je considère que quand il y a... dans un conseil municipal des élus, ils sont élus de tout Perpignan, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Vous faites partie de l'association qu'a créée Clotilde Ripoul, de l'association des élus de l'opposition. Non, parce qu'elle n'est pas élue d'abord, elle vit sur cette association qui n'en est finalement pas une, mais encore une fois, Mme Ripouille a son utilité. Hein. Elle m'a pris en grippe, c'est son problème, moi je ne m'attaque jamais aux personnes. Voilà, je le lui dis, jamais. Je m'attaque à la politique et au résultat d'une politique qui a été menée ou d'un style d'opposition. Mais je ne m'attaque pas aux personnes, ça ne sert à rien. Et dans cette campagne, je le dis aujourd'hui, vous ne me verrez pas attaquer personnellement les gens. En revanche, sur ce qu'ils font, sur la politique qu'ils mènent ou la gestion, pour M. Gros, nous en parlerons, j'allais dire, au plus près de ce qui s'est passé ou de ce qui est en train de se passer. Et là, évidemment, je ne ferai aucun cadeau. Alors, revenons à Saint-Jacques. Est-ce que vous avez un projet pour Saint-Jacques? Mais le projet est lié à Saint-Jacques. C'est-à-dire? Il a été décidé, il y a eu une enquête publique, et il va falloir respecter maintenant un certain nombre de choses. Mais bon. vous collez à ce qui a été dit par le commissaire, M. Zazie, qui n'est pas dans le métro? M. Zazie, il a fait un constat que tout le monde fait. Il y a des choses qu'il faut préserver, même si ça coûte un peu plus cher. Et il y a des choses qui tombent d'elles-mêmes ou qui menacent de tomber. Celle-là, on ne fera pas l'économie qu'elle tombe. Voilà. Avec deux choses. Le relogement des populations qui sont aujourd'hui dans Saint-Jacques, le relogement temporaire et le retour dans le dit quartier une fois que le quartier est rénové. C'est d'ailleurs un engagement, je crois, du préfet et de la mairie, parce que ça fait partie, j'allais dire, de la spécificité culturelle du quartier. Mais après, ce quartier, il faut le sortir de la précarité dans laquelle il est. Hein. Moi, je regrette, mais la drogue, il y en a marre. La déscolarisation des enfants, il faut faire quelque chose pour que ça ne se passe plus. Les poubelles, les détritus, la saleté, ce n'est pas normal. Il n'y a pas beaucoup de villes où c'est comme ça. Et je pense qu'il y a des mesures à mettre en place, des dialogues à initier, avec la participation des habitants, pour précisément arriver à rendre à ce quartier sa beauté, sa spécificité, y compris culturelle. Et je peux vous dire que moi j'ai toujours été favorable à ce que, précisément, ce quartier soit une des priorités de la politique municipale, parce que c'est aussi de là que l'image de Perpignan, j'allais dire, se diffusera sur la France entière. Est-ce que vous pensez qu'il y a une utilité à avoir une radio gitane à Saint-Jacques, pour diffuser notamment la rumba, mais pas que,
et qu'ils puissent, parce qu'ils n'ont aucune visibilité. Et par exemple, il y a une chose qu'on a remarqué, c'est que pendant des années à Perpignan, on a fait voter les gitans, mais jamais on a proposé un gitan sur une liste à Perpignan. Non, et puis il y a politique de l'emploi. Il y a quelquefois des emplois qui ne leur sont pas donnés au bénéfice d'autres, une espèce de prime communautaire. Mais sur la radio, revenons à la radio, et est-ce que par exemple vous pourriez mettre un gitan sur votre liste? Mais j'en avais déjà la dernière fois, je vous signale. Hein. Et je pourrais effectivement, et heureusement, mettre un gitan sur ma liste. Mais sur la radio, oui, c'est d'ailleurs effectivement quelque chose qui peut se faire. S'ils ont le personnel pour tenir la régularité de la radio, non, mais s'il y a des jeunes compétents de la communauté gitane qui veulent faire de la radio, etc., je pense que la mairie pourrait mettre à disposition quelques moyens pour permettre à cette radio d'exister. Vous savez, quand on voit que la radio Arels existe et qu'elle a sa diffusion et son public, il peut y avoir effectivement une radio gitane, je pense que ça ne choquerait personne. Pourtant, c'est du communautarisme. En matière de radio et de télévision, vous savez, la France a une longueur d'avance. Vous avez quand même sur les ondes nationales... Je sais que vous êtes fan de Beurre FM, par exemple. Non, il y a Beurre FM, il y a Radio Colavive, enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui existent. Et chacun, là, pour le coup, on est sur de la sphère privée, en quelque sorte, chez soi, et chacun est libre d'écouter ce qu'il veut chez lui. Alors, j'avais posé cette question parce que je la trouvais pas mal à Clotilde Ripouille. Vous n'êtes pas le pire candidat, mais encore vous êtes le meilleur, monsieur Alliot. Vendez-moi votre candidature. Allez, oui, donnez-moi envie d'aller poser mon bulletin. Je pense que le meilleur candidat la prochaine fois, c'est celui qui aura le meilleur projet, tout simplement. Les personnalités, elles sont importantes, évidemment, et il faut en tenir compte. Mais je pense que les Perpignanais, la prochaine fois, au-delà des personnalités, se prononceront aussi sur les idées et sur la capacité à faire parler de Perpignan et à sortir de Perpignan, de l'image de Perpignan d'aujourd'hui. Donc je vais moins vous parler de moi que du projet que j'aurai et que je divulguerai au fur et à mesure de la campagne électorale. Et je pense que, mais ma plus grande force, il faut le reconnaître, et j'en suis très conscient, c'est que je n'ai aucune responsabilité dans tout ce qui se passe à Perpignan et qui est l'œuvre de la droite, de la gauche, des écologistes, des communistes, qui gouvernent nos territoires depuis maintenant 40 ans. Voilà. Moi, on ne me fera pas croire aujourd'hui, avec des belles paroles, que demain ce sera mieux, alors qu'on les a vus à l'œuvre hier. M. Gros, par exemple, pour me focaliser sur lui, a été le monsieur économie de Jean-Paul Alduy quand il a trahi Codogniez. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Au début, il a été premier adjoint de Jean-Marc Pujol et patron de l'ADE. Mais qu'est-ce qu'il a fait? L'ADE, c'est quoi? L'Agence de développement économique. Mais il n'en a rien fait. J'ai l'impression qu'il, lui, il veut collectionner les titres et paraître, mais que derrière, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent, ça brasse beaucoup de choses, mais je crains que ce ne soit assez stérile dans la manière de mener la politique. Et si demain il y avait M. Gros à la tête de la ville, ou si on remettait M. Pujol, la politique serait strictement la même, et je pense qu'elle serait même empirée quand on voit les dérives qu'il y a aujourd'hui dans la société française. Alors, dernière question. Vous partez sans étiquette. C'est un peu, vous êtes la version marque repère, hein, comme on dit dans les supermarchés. La question, c'est est-ce que, parce que vous avez entre guillemets honte d'avoir une vieille étiquette de méchant qui vous colle à la bouteille, ou c'est parce que vous êtes, comme dit Jean-Marc Pujol, le plus rassembleur. Oui, il le dit. Hein. Et c'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un certain nombre de gens qui veulent participer à ma liste, qui n'appartiennent pas à ma formation politique. Je ne vais pas leur imposer mon étiquette, ils savent très bien ce que je suis, et je ne m'en cache pas. Mais ils veulent pouvoir participer au projet que nous mettons en place, à la liste que je mets en place, et donc c'est tout naturellement que je partirai sans étiquette, et j'espère bien que j'aurai le plus grand rassemblement possible des opinions sur ma liste. C'est pas normal, vous savez, le monde est en train quand même, qu'on le veuille ou non, politique, de changer, et je pense que les préoccupations locales et le projet local a 100 fois plus d'intérêt que de savoir l'étiquette politique d'un tel ou d'un tel, dont on connaît par ailleurs le bilan ou
parce que l'étiquette ne veut plus rien dire, parce que Ça veut dire dans le national. on ne fait pas confiance à l'étiquette, puisque aucun. C'est comme si l'eau de Javel était de l'acide chlorhydrique. De toute façon, dans toutes les professions ou dans toutes les aujourd'hui, le politique est en général le dernier du classement. Donc les gens se méfient de la politique et se méfient du politique. Une municipalité, c'est un lien particulier entre le maire et les habitants de sa commune. Une équipe et les habitants de sa commune. C'est ça que je vais développer, moi, c'est ça que je vais défendre. Et l'étiquette, mes adversaires passeront leur temps à dire il est ceci, il est cela, il est ceci, il est cela. Peu importe, moi ce qui m'intéresse, c'est les électeurs. Mes adversaires, ils disent ce qu'ils veulent. Moi, je m'adresserai directement aux électeurs et je leur parlerai de ce que j'aimerais que Perpignan soit pour les années qui viennent et les décennies qui viennent. Louis Alliot, merci. Merci. Ah